et bienvenue dans cette série d'articles sur la stratégie de cession de votre PME. Quittons un instant l'objet même de votre activité professionnelle, c'est-à-dire ce que vous avez révisé en fait la semaine dernière avec l'article sur l'approche du modèle économique de votre PME, et arrêtons-nous pour avoir une vision plus globale de votre parcours professionnel avant que d'aller plus loin. Toujours prendre du recul. Car quelle que soit la raison de votre cession de l'entreprise, changement d'activité, nouvelle affaire à reprendre, retraite, il y a toujours un après. Et pour votre futur repreneur également. Alors, quels sont les enjeux de la reprise de votre entreprise par votre repreneur? Le premier enjeu, il faut l'avouer, c'est le train de vie que cela peut lui procurer. Mais a-t-il le même que le vôtre? Ou plutôt plus, ou plutôt moins? Dans la reprise d'une entreprise, l'atteinte d'un bon niveau de rémunération fait partie des motivations évidentes des repreneurs. Et pourtant, les débuts d'une reprise ne sont pas toujours roses. Et la rémunération doit bien être limitée compte tenu des indemnités de remboursement d'emprunt. Donc il faut bien vérifier quelles sont les attentes de votre repreneur en la matière pour juger de sa capacité à réaliser des efforts soutenus pour continuer de faire croître votre entreprise. S'il considère votre entreprise comme une situation acquise au moment de la reprise, il y a fort à parier que les désillusions viendront vite, car il lui faudra bien s'adapter continuellement aux évolutions de conditions de jeu de l'activité, et donc cela peut avoir un impact sur la rentabilité et donc sa rémunération. Le deuxième enjeu, c'est d'accéder à une opportunité continue de développement. Le principal intérêt que doit présenter votre entreprise au moment de la cession, c'est une multitude d'opportunités encore à saisir. Sinon, cela voudrait dire que cette activité risque de décliner. Quand, à quelle vitesse, difficile de le dire. Mais en tout cas, de se faire substituer par une autre activité qui, elle, émergente, viendrait faire décliner la vôtre. Et qu'est-ce qui fait que vous auriez aujourd'hui même une vision stratégique de votre activité alors que vous êtes à l'avant de cette entreprise? Eh bien, tout simplement parce que vous connaissez bien vos clients, ainsi que les nouvelles technologies qui peuvent s'appliquer à votre domaine, et qui permettraient de résoudre toujours mieux et plus simplement les problèmes de vos clients. Et par rapport à ces opportunités, vous avez 1000 possibilités de développement. À vous et à votre futur repreneur de choisir celles pour lesquelles vous avez des atouts que vos concurrents n'ont pas, des clients prêts à vous suivre que vos concurrents n'ont peut-être pas. Troisième enjeu, ce que vous vendez et fabriquez, est-il une commodité ou vraiment une offre originale? La différenciation n'est pas un vain mot. Il suffit que vous permettiez à votre client d'avoir cette fameuse expérience client qu'il ne trouve nulle part ailleurs pour qu'il considère votre offre, votre produit, comme étant différent de la concurrence. Et cela peut provenir d'une différence sensible à tout stade du processus, à la commande, à la fabrication, à la livraison, règlement, jusqu'au service après-vente. Et là, on ne parle pas de prix dans ce cas-là. On ne parle de prix que lorsqu'il s'agit d'une commodité. C'est-à-dire que tous les concurrents sont capables de faire la même offre standard, et c'est là qu'on se base sur le prix, l'argument du prix le moins cher, pour attirer des clients qui ont des besoins standards et qui veulent le satisfaire au prix le plus bas possible. Il en est de même avec votre stratégie. La stratégie commodité consisterait toujours à la fuite en avant, planifier la croissance des capacités, élargir la gamme de produits, réaliser des gains de productivité et baisser les prix. La véritable stratégie originale avec une proposition de valeur consiste au contraire à sortir des sentiers battus, proposer une nouvelle approche. Revisitez bien l'article sur la proposition de valeur. Et enfin, quatrième enjeu, quelle est votre clientèle cible? Est-elle différente de celle de vos concurrents? Pour cela, il vous faut bien identifier et caractériser le type de client qui a des problèmes mal résolus et qu'il vaut mieux satisfaire aujourd'hui. Donc, innover. Innover, pas pour le principe d'innover, mais bien pour apporter un bénéfice supplémentaire à votre client. Et pour vous, apporter un élément qui vous distingue de la concurrence. Mais l'innovation n'est pas suffisante en elle-même. Pour savoir si cela en vaut la peine, il faut quantifier le marché potentiel de cette innovation. Sinon, elle est peut-être tout simplement pas rentable. Pour cela, il n'y a pas 36 méthodes. Prototype, essai, puis enquête de satisfaction auprès de vos clients, et particulièrement ceux à la pointe du progrès, et mesure du marché potentiel. Vous en connaissez maintenant les outils et les méthodes par les précédents articles. Deuxièmement,
Quelle que soit votre stratégie, la meilleure du monde, sa qualité viendra également de sa lisibilité et de sa facilité de mise en œuvre. La stratégie est un art simple, mais tout d'exécution, disait Napoléon. Donc tout d'abord, la bonne planification des étapes et des mouvements à réaliser. La robustesse de votre stratégie tient justement à cette bonne planification d'étapes à venir et son réalisme. Votre prototype sera prêt dans quel délai? Avec quels moyens? À quel coût? Avec quel risque en termes de qualité, coût-délai? Votre client est prêt à payer combien pour ce meilleur service? Par la suite, avez-vous d'ores et déjà une vision des autres étapes à venir sur cette même logique? Quels sont les plans B avec les mêmes clients ou avec d'autres clients? Quelle rupture technologique pourrait remettre en cause cette stratégie? Deuxième question. Sur quel terrain d'intervention géographique aujourd'hui démarrer? Et demain, aller jusqu'où? Votre approche innovante est-elle limitée à un rayon d'action géographique bien déterminé? Ou peut-elle se généraliser moyennant des licences, des accords? Tout cela ne peut s'imaginer que si vous avez poussé à fond la description et les caractéristiques de cette innovation, au point d'arriver à en formaliser peut-être une propriété industrielle, et qu'il donc faut gérer. C'est à ce moment-là que vous prenez de la hauteur, vous systématisez une approche de marché qui fait la différence, et par laquelle vous savez qu'une clientèle va vous suivre. Troisièmement, le positionnement dans la chaîne de valeur. Faut-il être en amont, en aval, à la charnière entre les deux? Il vous appartient de choisir votre positionnement par rapport à cette chaîne de valeur. Voulez-vous être intégré? La tentation est toujours grande d'intégrer le maximum de stades de valeur. Mais êtes-vous différencié sur chacune des composantes de cette chaîne de valeur? Si oui, tant mieux. Sinon, mieux vaut faire appel à des partenaires plus puissants que vous pour sous-traiter la réalisation des maillons de la chaîne indifférenciés. Et d'autant plus s'ils se trouvent d'ailleurs en amont de la chaîne. Bref, tous ces éléments de différenciation sont à quantifier, valoriser et à rendre cohérents avec votre objectif stratégique global de positionnement. Vous voyez bien donc cette nécessité d'un travail précis pour vous assurer de la cohérence avec vos objectifs stratégiques que vous êtes fixés au début de cet exercice. Et si vous n'arrivez pas à obtenir la masse critique, eh bien, choisissez des partenaires. C'est bien dans cela que la matrice du modèle économique est capitale à utiliser. Elle vous permet de simuler différents scénarios autour d'une même logique d'activité. L'exemple le plus facile à comprendre est celui donné dans le domaine de l'écriture, impression et diffusion d'un livre. C'est l'équipe du Business Model Generation qui en a conçu 8 modélisations différentes que vous trouverez dans l'article. Conclusion. Vous venez de revoir les principes majeurs d'une démarche stratégique pour votre business, votre futur business ou votre future vie personnelle. C'est la même chose. Action. Reformulez à nouveau toutes les caractéristiques de votre entreprise dans ces termes et testez cette présentation vis-à-vis de quelques proches. Vérifiez même auprès de vos fournisseurs ou de vos clients s'ils réagissent positivement à cette vision. S'ils faisaient des mouvements qui allaient dans le même sens, ce serait très encourageant. En tout cas, merci pour votre attention et à la semaine prochaine sur le chapitre de l'organisation. Jacques Jourdi.